Est-ce que vous m'entendez bien dans le fond? Répondez, levez le bras si vous m'entendez bien. Ouais, bon, d'accord. Bienvenue pour cette première séance de rentrée des conférences mensuelles de la SAF. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, là, 3 mois. J'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances et que vous êtes en forme pour un cycle de nouvelles conférences. Je vous rappelle les quelques événements qui se sont produits pendant ces vacances. On a enfin découvert le boson de Higgs, mais ça, bon, vous le saviez tous, hein, depuis 2 ans, je vous dis que c'est... Hein. La sonde Curiosity a réussi à se poser sur Mars. La SAF y avait participé, puisque nous avons montré ça en direct au public. Il y a eu 500 courageux qui sont venus à 5 heures du matin ou 6 heures du matin pour assister à cet atterrissage. C'était formidable. Et en plus, elle fonctionne, elle commence à rouler, tous les instruments sont parfaits. Et il y a 2 instruments français à bord, bravo. Et nous pleurons la mort de Neil Armstrong, celui qui a posé le premier pied sur la Lune. Il est mort de suite d'une intervention cardiaque. C'est sûrement pas bien passé. Vous voyez, même les héros meurent. Alors, avant de démarrer, je voudrais passer la parole à notre charmante secrétaire, Elisabeth Sablé. C'est son dernier mois, elle part à la retraite, elle nous quitte après des décennies de bons et loyaux services, elle voulait vous dire quelques mots. Merci Jean-Pierre, il faut toujours qu'il en rajoute. Ça fait quand même 2 décennies, donc effectivement on peut en mettre un S et parler au pluriel. Voilà, la plupart des gens qui sont là sont des habitués, donc on se connaît bien, on se voit chaque mois pour les conférences, on se voit aussi à la SAF pour des réunions de commission. Donc le moment est venu pour moi de vous dire non pas adieu mais au revoir. Je prends ma retraite effectivement le 1er octobre. Et ce qui ne m'empêchera pas de venir à la SAF pour les réunions de commission, donner un coup de main à ma collègue qui est au fond là-bas, qui va me remplacer, donc que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer aussi bien à Meudon qu'ici. Et vous verrez, elle est tout aussi accueillante, vous aurez la même qualité de service à la SAF, et puis bon, quand elle aura besoin d'un coup de main, je viendrai le lui donner très volontiers. En tout cas, je voudrais vous remercier tous, parce que vous avez toujours été extrêmement chaleureux, vous avez toujours pardonné les imperfections, vous avez toujours pris tout avec sourire, et on essaye de vous le rendre, et en tout cas, j'ai passé 20 ans formidables à la SAF. Voilà. Donc merci à tous, et puis bonne conférence. Merci. Alors, je voulais, avant de démarrer la conférence, 2-3 petites informations. Vous savez que j'organise une visite de l'exposition Cassini le 21 septembre à 14h. Oui, je sais, c'est un vendredi, mais tant pis. Il reste 6 places. Donc, s'il y en a que ça intéresse, vous m'envoyez un mail immédiatement, pardon. Vous me prévenez par mail à Cassini@Planète Astronomie et vous vous inscrivez. Donc, il reste 6 places, ça vaut le coup, c'est pas mal. Surtout qu'on aura sûrement l'occasion de monter sur le toit de l'observatoire. C'est toujours sympa de voir la coupole Arago. Alors, le calendrier. Alors, j'ai noté pour vous, il y a une série qui passe en ce moment sur France 5. Vous savez qu'à la télévision française, il n'y a pas beaucoup d'actualités ou d'informations techniques et astronomiques encore moins. Il n'y a qu'une seule chaîne, il y a 2 chaînes qui font ça généralement, c'est France 5 et Arte. Et sur France 5, il y a une série qui est très bien en ce moment, qui est créée par National Geographic, c'est la série Super Science. Donc je vous ai mis quelques dates, la prochaine, c'est vendredi prochain. L'origine de l'eau sur Terre, c'est très bien fait, il vous explique, est-ce que c'est les comètes, est-ce que c'est les volcans, est-ce que c'est les astéroïdes? Je ne donne pas la solution, vous verrez. Je vous explique ça, c'est très très bien. Je vous signale qu'évidemment, le prochain week-end... Pardon, il y a... Non, on parle de l'eau sur Terre. Ah, d'accord. Le prochain week-end, c'est la journée du patrimoine.
Bon, c'est sur toute la France, mais il y a un programme intéressant à l'Observatoire de Paris. Donc vous cliquerez là-dessus et puis vous verrez bien. Donc la commission de Cosmo pour les gens de la SAF, c'est le 22 septembre. On va faire un truc un peu traps hein, sur la gravitation quantique et la cosmologie. Là, il faudra apporter son tube d'aspirine, hein, mais je pense qu'on survivra. La prochaine conférence de l'IAP, c'est le mardi 2 octobre, et c'est notre sympathique ami François Forget, qui est de l'Institut Pierre-Simon de la Place, il est planétologue, et il va nous parler d'un sujet sur les planètes, les exoplanètes, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une planète soit propice à la vie. Alors, la page suivante. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, au bureau de... non, attendez. Au bureau des longitudes, il y a un sujet sur les géantes rouges. Alors attention, pour ceux qui ont l'habitude du bureau des longitudes, l'adresse a encore changé. C'est rue d'Ulm maintenant, hein, 45 rue d'Ulm. Hein, c'est très sympathique pour se garer dans ce coin-là. Et donc vous voyez, là on arrive en octobre, tout ça, je vous en reparlerai. N'oubliez pas les rencontres de ciel et espace, 1er, 2 et 3 novembre, et pour une fois, eh ben, la SAF participe aux rencontres ciel et espace. Alors j'espère que vous serez nombreux à visiter notre stand. Je vous rappelle le programme que vous pouvez trouver à la sortie, le début du programme. Donc la prochaine fois, c'est Roger-Maurice Bonnet qui va nous parler du Soleil. Ensuite, 14 novembre, Jean-Pierre Bibring, le grand spécialiste de Mars, qui va nous parler des missions martiennes. Le 12 décembre, Isabelle Grenier nous parle de l'univers gamma, sursaut gamma. Le 9 janvier, Jean-Pierre Le Breton, qui va faire le point des missions Cassini-Huygens. Et les prochains intervenants, vous voyez, ils sont... voilà, oui. Voilà, bon, ça vous le savez, vous savez où vous pouvez trouver les comptes rendus des conférences. La suivante. Alors, je vous signale que maintenant, les conférences sont disponibles en vidéo. Vous voyez notre cher ami là, qui filme toutes les conférences. Donc, dans le compte rendu de la conférence, vous avez l'adresse où vous pouvez trouver la vidéo de la conférence. Alors, ce soir, on accueille Madame Christiane Villain, qui est physicienne, c'est ça ou j'ai écrit astronome, mais physicienne au LUT, à Meudon. Le LUT, ça n'a rien à voir avec les luttes ouvrières, hein, vous savez, laboratoire, univers, et théorie. Laboratoire, univers et théorie. Ouais. Et elle nous parle des aventures de la mesure des distances au XVIIe siècle. Et vous vous souvenez tous qu'elle avait publié un article correspondant dans l'astronomie du mois de décembre 2011. Et je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Près. Je pense que comme ça, ça ira. Ouais, je m'entends. Non, mais il faut que je me débarrasse. Si vous n'entendez pas bien dans le fond, vous vous manifestez. Là, on vous entend pas. Non, mais je ne dis rien. Donc c'est assez normal, en fait. C'est un peu normal. Bien sûr, lui. Alors, bonjour, excusez-moi, je devais récupérer mon diaporama, et voilà, c'est fait. Donc, je vous remercie d'être venu, d'abord, pour m'écouter. C'est la première fois que je prends la parole dans cette honorable assemblée. Voilà, je ne suis pas spécialiste de l'histoire de l'astronomie, je suis historienne des sciences depuis une vingtaine d'années, mais je suis plutôt spécialiste de la physique, enfin de l'histoire de la physique, de ses principes au XVIIe siècle. Alors pourquoi est-ce que je me suis intéressée à cette histoire de mesure des distances dans les systèmes solaires?
c'est un petit peu enfin, pas tout à fait par hasard quand même, puisque j'avais beaucoup travaillé sur l'œuvre de Christian Huygens, qui est quand même astronome, tout autant qu'opticien et mécanicien. Mais tout d'un coup, je me suis rendu compte, par hasard, en consultant l'ouvrage d'un certain Otto von Guericke, que les distances dans le système solaire, la taille du système solaire, dans son ensemble, était complètement sous-estimée d'un facteur 20, encore en 1672. Or, je savais très bien que lorsque Olaf Romer mesure la vitesse de la lumière, seulement 3 ans après, 4 ans après, disons, première mesure en 1676, il a les bonnes dimensions du système solaire. Sinon, il aurait trouvé une vitesse 20 fois plus petite. Et dans l'œuvre de Christian Huygens, on se rend compte qu'il rend compte de la mesure de la vitesse de la lumière par Olaf Romer, on voit qu'il a le bon ordre de grandeur. Donc, je me suis intéressée à cette question, et bon, j'ai trouvé rapidement, parce que c'est pas un mystère, que la première détermination de la taille du système solaire, c'est-à-dire lui rendre un facteur 20, 18 ou 20, datait d'un travail conjoint de Jean Richer et Jean-Dominique Cassini, le premier, qui avait été appelé à l'Académie des sciences par Colbert, comme beaucoup, en 1666, et que, en fait, la dimension du système solaire avait été établie, cette fois définitivement, à 10% près, après une expédition de Jean Richer à Cayenne. Et le travail de Jean-Dominique Cassini sur cette expédition. On va en reparler précisément. Voilà, bon, ça, cette première image, c'est simplement le frontispice du texte écrit par Jean Richer quand il a été publié dans les mémoires de l'Académie des sciences en 1729, je crois, c'est-à-dire assez tard, puisque les mémoires de l'Académie des sciences ne démarquent que tardivement par rapport à la création de l'Académie. La création de l'Académie a lieu en 1666. Comme vous le savez sans doute, enfin, plus ou moins. Voilà. Alors ça m'a intéressé parce que c'est étonnant. Je ne m'étais pas rendu compte qu'on ne connaissait pas du tout les dimensions du système solaire. Depuis Copernic, et sans doute depuis Copernic seulement, on avait les bonnes proportions des distances, parce que Copernic, on avait eu besoin pour faire son changement de repère du système ptoléméen au système copernicien. Je ne peux pas le prouver, mais c'est très probablement, enfin c'est raisonnable, il est raisonnable de penser ça. En tout cas, on avait les bonnes proportions. Donc en fait, il suffit de rétablir, de mesurer une distance dans le système solaire, de la mesurer vraiment, pour recalibrer toutes les distances dans ce système. C'est assez simple. Et la distance qu'on va mesurer, c'est la distance que Cassini va mesurer à partir des mesures. Vous m'entendez, ça va, comme position du micro? Un peu plus près. Donc, la distance qui va servir de base pour recalibrer tout le système solaire, ça va être la distance entre la Terre et Mars, lorsque Mars est en opposition, c'est-à-dire dans les positions les plus favorables, à moins de 0,4 unités astronomiques. Donc, beaucoup plus proche de la Terre que le Soleil. Voilà, donc ça m'a intéressé, ça m'a intrigué, et je suis allée chercher les textes. Et donc j'ai eu le plaisir de trouver dans un livre qui s'appelle Les éléments d'astronomie, publié en 1693, je crois, le récit de Jean Richer, de son expédition, avec des résultats, tout son carnet d'observation, et aussi un texte de Cassini. Et puis plus tard, dans l'un des volumes de la première édition des mémoires de l'Académie des sciences, en 1729, le même texte de Jean Richer, avec cette vignette que j'ai fait photographier à l'Observatoire de Paris pour avoir une bonne qualité, et également un autre texte de Cassini qui parle de ce travail qu'il a fait à partir des données de Jean Richer pour établir la parallaxe de Mars. Je prononce le mot de parallaxe maintenant, je vais la définir un peu plus tard. Et à partir de là,
il en déduit la parallaxe du Soleil, qu'il n'était pas question de mesurer directement, parce que le Soleil est un peu plus loin, parce qu'il est trop brillant, parce que c'est difficile, etc. Alors que, bon, si le mot de parallaxe est un peu gênant, de toute façon, il sera défini après. Je dois dire que ce qui m'a passionné, c'était de pouvoir avoir accès à ces textes et de voir de près comment, ça va mieux comme ça, comment ces gens avaient travaillé, de voir aussi comment, à partir du moment où l'Académie des sciences est fondée, on a une répartition du travail qui est nouvelle. Jean Richet, on lui donne un cahier des charges qu'il va exécuter. Il va revenir avec son cahier d'observation que Jean-Dominique Cassini va traiter, va interpréter. Et d'autre part, il y avait ce fait que tout le système solaire était considéré comme beaucoup plus petit jusqu'en 1672. Voilà, donc... Avant de continuer, je voulais dire également que l'expédition de Jean Richet, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, elle est moins célèbre que les expéditions suivantes de Maupertuis, la Condamine, etc., destinées à mesurer la Terre, à mesurer la longueur du méridien, et que les expéditions suivantes dont je parlerai à la fin. Mais malgré tout, elle est quand même connue en histoire de la physique, non pas pour la mesure de la parallaxe de Mars, mais à cause d'une autre mesure qui est celle de la longueur du pendule battant la seconde près de l'équateur, puisque Cayenne est près de l'équateur. Et alors ça, c'est effectivement un sujet beaucoup plus connu, parce que Newton en parle dans ses Principia de 1687, et que ça, c'est censé pouvoir discriminer entre la théorie de la gravitation proposée par Descartes, qui va persister pendant tout le XVIIIe siècle, et celle de Newton, de l'attraction en 1 sur R2, de l'attraction gravitationnelle en 1 sur R2, qui sera proposée dans son œuvre majeure, les Principia, en 1687, mais qui ne sont pas encore publiés à ce moment-là. Alors, bien que ce soit un sujet important du cahier des charges de Jean Richet, Cassini ne va rien en faire et même pas en parler dans les textes que j'ai lus, en tout cas. Pourquoi ? Probablement parce que... Alors, est-ce qu'il est cartésien lui-même ? Je ne sais plus. Jacques Cassini est cartésien, mais Jean-Dominique Ier l'est peut-être. En tout cas, ce n'est pas son sujet. Et probablement, il était important de mesurer ça et de parler de l'aplatissement de la Terre à ce moment-là, parce qu'il y avait eu un débat important à l'Académie des sciences en 1669 sur justement ces théories de la gravitation, soit la théorie cartésienne du tourbillon, soit l'attraction proportionnelle à l'inverse carré de la distance. Mais on n'a pas encore du tout la mécanique newtonienne, qui n'est pas parue, qui n'est pas au point. Donc, ce sont des discussions qualitatives, et on a vaguement dans l'idée que dans le système cartésien, la Terre devrait être oblongue, alors que dans le système d'attraction en 1 sur R2, elle pourrait être aplatie, mais ça reste purement qualitatif à cette époque, et donc Cassini ne s'occupe pas de ce problème. Voilà. Donc, je vais vous parler simplement, en un plan très simple, des méthodes de mesure de la distance Terre-Soleil avant 1672, puis de l'expédition à Cayenne de Jean Richet, cette année-là, ensuite du travail de Jean-Dominique Cassini, premier, sur les observations de Jean Richet, et du travail qu'il fait lui-même pour déterminer la parallaxe de Mars, en 1672, et puis de la suite des déterminations de distance par le transfert de Vénus,
que vous connaissez sans doute beaucoup mieux, et peut-être même mieux que moi. Voilà. Alors, mesures dans le système solaire. Alors, on connaît très tôt l'ordre de grandeur du rayon de la Terre. Par la méthode d'Ératosthène, dont vous avez tous entendu parler. Excusez-moi pour le micro, mais il faut me rappeler à l'ordre régulièrement. Et puis, cette mesure du rayon de la Terre, sur laquelle je vais revenir. Hein, je vais rappeler brièvement le principe, mais je pense que c'est tout à fait connu. Mais il faut savoir aussi que le rayon de la Terre, enfin la mesure de la Terre, est quelque chose qui est travaillé constamment au cours de l'histoire, par mesure de longueur de degrés méridiens par les Arabes, sans doute en visant une étoile de 2 points de la Terre, et par un calcul trigonométrique, enfin de trigonométrie sphérique simple, déterminer l'angle, à partir de l'angle, des différences d'angle de visée, déterminer un rayon. Ensuite, deuxièmement, on évalue également assez tôt la distance Terre-Lune en fonction du rayon de la Terre, grâce à la durée des éclipses de Soleil par la Lune, méthode d'Aristarque de Samos, qui trouve 70 rayons terrestres pour cette distance, améliorée ensuite par Ératosthène et Hipparque à Alexandrie. Alors Hipparque n'est pas à Alexandrie, c'est Ératosthène qui est à Alexandrie. Hipparque est en Asie mineure, comme Aristarque et autres. Alors, bon, pour le rayon de la Terre et la distance Terre-Lune, on aura très vite un bon ordre de grandeur, mais comme je l'ai déjà dit, il n'en est pas du tout de même de la distance Terre-Soleil, en dépit aussi d'une méthode de mesure d'Aristarque de Samos, qui s'appelle la dichotomie, et que je vais expliquer tout de suite, qui permet de mesurer cette distance en fonction de la distance Terre-Lune. Alors, Aristarque déduisit de ses observations que le Soleil se trouvait à environ 20 fois plus loin que la Terre, de la Terre que la Lune, ce qui donne 1400 rayons terrestres au lieu de 23 455. Alors, on est dans un rapport presque 20, hein, le rapport 18, que va signaler Jean-Dominique Cassidy en disant « Je commençais à soupçonner que les dimensions du système solaire étaient au moins 18 fois plus grandes que ce qu'on avait trouvé, ce qui veut dire que la situation n'avait pas tellement évolué depuis Aristarque de Samos. » On va le voir. Alors, je pose la question à la fin, mais Aristarque de Samos a-t-il une valeur pour le rayon de la Terre? Parce que vous remarquerez qu'en fait, il est plus ancien qu'Ératosthène, et qu'on n'avait pas de bonne... Officiellement, dans l'histoire officielle, on n'avait pas de bonne mesure du rayon de la Terre avant Ératosthène à Alexandrie, mais en fait, on en avait quand même. Donc, je continue. Alors, méthode de mesure du rayon de la Terre. Alors, on va peut-être d'abord regarder celle-ci, qui est la plus connue et que vous connaissez sans doute tous, qui consiste à comparer l'inclinaison du Soleil à Alexandrie un jour où le Soleil est au zénith, passe au zénith à midi, à Sienne, Alexandrie et Sienne étant sur le même méridien, et de l'angle θ des différences, déduire le rayon de la Terre, simplement par trigonométrie sphérique simple, et on obtient un rayon de 6500 km. Oui, mais cette mesure qui paraît toute simple et évidente suppose deux choses qui n'étaient pas du tout prouvées. D'une part, que la Terre soit ronde, et d'autre part, que le Soleil soit très loin. Quand on ne suppose pas ça, et on attribue à Anaxagore en Ionie l'autre interprétation de la même mesure, hein, j'insiste bien, c'est la même mesure, quand on ne suppose pas ça, eh bien, ce qu'on trouve, ce n'est pas le rayon de la Terre qui est infini, bien sûr, mais c'est la distance du Soleil, et on trouve exactement la même chose, 6500 km pour la distance du Soleil. Pourquoi? Parce que ce triangle d'angle A
peut être tout à fait assimilé au secteur de cercle en bas, puisque l'angle A est très petit, il fait 7 degrés seulement. Voilà. Alors, ceci dit, est-ce qu'on peut supposer que à l'époque d'Anaxagore, on pensait que la Terre était plate, et puis tout d'un coup on a pensé qu'elle était ronde? Non, bien sûr, comme toujours, comme très souvent en histoire des sciences, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que Anaximandre, que l'on connaît très peu, en fait, dont on a très peu d'extraits de textes, avait déjà supposé une Terre ronde flottant dans un espace de tous côtés. Et puis, par ailleurs, Pythéas était parti de Marseille pour aller dans les mers du Nord, en mesurant des latitudes, très précisément des latitudes à toutes les étapes de son voyage, et on avait déduit aussi un rayon de la Terre. Donc, Aristarque, dont j'ai pas remis les dates ici, pouvait très bien avoir une valeur du rayon de la Terre tout à fait correcte, même si sa mesure de la distance Terre-Lune avait lieu avant la mesure d'Ératosthène à Alexandrie pour le rayon de la Terre. Voilà, donc l'histoire est toujours un petit peu compliquée, d'autant plus que on peut très bien avoir une mesure du rayon de la Terre et que ça ne prouve pas du tout que la Terre est ronde. La Terre peut être bosselée, par exemple, et une mesure, enfin, ou même une hypothèse de Terre ronde qui ne fait pas du tout autorité. Il n'y a aucune raison que ça fasse autorité. Après tout, ça n'est pas prouvé. Donc on peut revenir en arrière. On aura d'ailleurs des retours en arrière au Moyen-Âge, c'est assez connu, à propos de la rotondité de la Terre. Voilà. Donc, vous voyez que l'ordre de grandeur est tout à fait correct, puisqu'on a une valeur du rayon actuel qui est de 6378 km. Voilà, j'ai oublié de dire que vous pouvez me poser des questions en cours de route, bien sûr, ou m'interrompre si ça n'est pas clair, ou si je tiens mal mon micro, par exemple. Alors, je passe maintenant à l'étape suivante, qui est au petit b, qui est la distance Terre-Lune. Donc, avec une méthode attribuée à Aristarque de Samos. Samos est en Ionie, c'est-à-dire c'est le monde grec, dans une région située dans l'actuelle Turquie, mais tout à fait à l'ouest de l'actuelle Turquie. Par la méthode des éclipses, c'est tout simple sur le schéma. Si Aristarque est bon observateur, il peut, en observant une éclipse de lune, occultée par la Terre, constater que la Lune, simplement, parcourt environ 3 fois son diamètre pendant le temps de l'éclipse, s'il l'observe par rapport aux étoiles du fond du ciel, s'il est bon observateur, s'il fait attention. Donc, simplement, le résultat d'Aristarque, c'est la Lune parcourt 3 fois son propre diamètre pendant une éclipse, en supposant, comme il l'a fait, que l'ombre est un cylindre qui a pour diamètre le diamètre de la Terre. Eh bien, il en conclut que le diamètre de la Lune est 3 fois moindre que celui de la Terre. Et il se trompe un petit peu, mais il arrive à une conclusion qui est que la distance de la Lune est égale à 70 rayons terrestres. Donc, de cette mesure, on déduit le rayon de la Lune et donc sa distance, connaissant le diamètre angulaire de la Lune vu de la Terre. Alors, bon, ceci dit, c'est une mesure faite comme ça, un petit peu à vue, n'est pas forcément très précise. L'erreur principale d'Aristarque est due au fait qu'il a supposé que l'ombre était un cylindre, alors qu'en fait c'est un cône. Et ce sera corrigé par Ératosthène et Hipparque à Alexandrie, qui corrigent ce résultat. Merci. En considérant que l'ombre est un cône.
et aboutissent au résultat que nous connaissons, qui est de 60 rayons terrestres. Alors, maintenant comme c'est une méthode qui a été employée assez longtemps, qui peut être encore employée au XVIIe siècle, je suppose que la meilleure façon de procéder, enfin c'est sûr, c'est non pas simplement d'observer la Lune parcourant son propre diamètre sur le fond des étoiles fixes du ciel, mais de compter, de raisonner sur les temps. C'est-à-dire de compter, de mesurer simplement le temps de l'éclipse, ce que ne pouvait probablement pas faire Aristarque parce qu'il n'avait pas de mesure de temps. Et au XVIIe siècle, ou même avant, on a des horloges qui fonctionnent relativement bien. Et de comparer ce temps de l'éclipse avec la révolution de la Lune sur son orbite, qu'on connaît très bien, de 29 jours à peu près. Alors, de la durée T de l'éclipse, pas totale en fait, hein, parce que la durée de l'éclipse totale c'est 1h45 je crois, et en fait on va prendre un temps beaucoup plus long. On déduit le rapport du temps de révolution de la Lune sur le temps de l'éclipse, et en supposant, comme l'a fait Aristarque, que l'éclipse correspond au passage de la Lune dans un cylindre d'ombre, dont le rayon est celui de la Terre, la circonférence de l'orbite de la Lune est égale à R fois le diamètre de la Terre. On en déduit le rayon de cette orbite, puis connaissant les diamètres angulaires de la Lune, le rayon de celle-ci. Alors, j'ai fait un calcul pour être sûr d'avoir bien compris la méthode, hein, mais c'est pas, bon, on peut le refaire. C'est tout à fait facile. Et j'ai supposé qu'une éclipse de Lune durait environ 3 heures, ce qui est un peu exagéré, je crois. Sur une période de révolution de 708 heures, on a un rapport, le rapport que j'avais appelé R tout à l'heure, qui est égal à 230. Et puis, voilà, on continue le calcul, et on arrive à un diamètre de la Terre estimé à 13 000. C'est pas trop mauvais. Par contre, le rayon de l'orbite, c'est-à-dire la distance Terre-Lune, est quand même surestimée, 476 000 au lieu de 384 000. Et on aboutit à un rapport donc à une distance Terre-Lune qui est 73 rayons terrestres et non pas 60. C'est normal, l'erreur, c'est d'avoir supposé que l'ombre était cylindrique et non pas conique. Ça se comprend tout à fait, si l'ombre est conique, on va avoir finalement une Lune plus petite que ce qu'on croyait, donc plus loin. Et on va corriger la distance. Voilà, alors maintenant, je vais passer au troisième volet, qui est celui qui nous intéresse le plus, qui est celui de la distance Terre-Soleil, mesurée par la méthode d'Aristarque de Samos, encore. Et c'est une méthode dont, alors je ne m'étais pas rendu compte de ça, et c'est ça qui m'a intéressé également, qui est utilisée jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'en 1672. Quand on trouve des valeurs données par des gens avant la valeur donnée par Dominique Cassini 1 en 1673, enfin ou un peu plus tard, parce qu'il lui faut le temps de publier, c'est une valeur forcément obtenue par la méthode d'Aristarque de Samos. Alors la méthode est simple, elle est bien représentée sur ce schéma qui est quand même un peu faux parce que 14 jours ici et 15 jours ici, c'est pas vrai, c'est pas une différence de 1 jour, c'est beaucoup moins que ça, on va le voir. Et ça consiste à regarder la Lune quand elle est juste depuis la Terre. Je ne vois pas ma souris sur mon écran, mais je la vois sur l'écran ici. Depuis la Terre, éclairée juste à moitié par le Soleil. C'est pour ça que ça s'appelle dichotomie. Et le principe pourrait être de mesurer l'angle entre la direction du Soleil et la direction de la Lune
qui n'est pas exactement à 90 degrés, mais un peu moins. Hein. Et cette différence la différence entre cet angle et 90 degrés permet de déterminer le triangle que font le Soleil, la Terre et la Lune, et de, connaissant la distance Terre-Lune, d'en déduire la distance Soleil-Terre. Voilà. J'ai un pointeur. Peut-être, parce que ma souris... on va voir, avec les deux, je vais y arriver. Merci. Bon, donc il s'agit en fait de déterminer ce petit angle B ici, qui est aussi cet angle-là, qui est le même. Évidemment, c'est très difficile. Ce qui est difficile, c'est de déterminer le moment exact où la Lune est juste à moitié éclairée, hein, et d'évaluer cet angle. Alors, c'est pas comme ça qu'on fait, bien sûr, on va pas évaluer l'angle, mais on va raisonner avec des temps. Alors, deuxième dessin qui vous montre exactement cet angle qui s'appelait B tout à l'heure. Oui, j'ai toujours un angle B et un angle bêta. Alors, l'angle bêta est presque égal à 90 degrés. Il est en fait égal à 89 degrés et 46 minutes. Donc la différence est de 14 minutes avec l'angle droit. Si le Soleil était à l'infini, ce serait exactement un angle droit. Bon, 14 minutes, c'est pas beaucoup. Hein, et on ne voit pas comment Aristarque aurait pu vraiment déterminer cet angle sans instrument, sans rien du tout. Donc en fait, ça va se passer autrement. On va mesurer les temps. Attendez. Je vais peut-être revenir en arrière. Oui, enfin, simplement de ce calcul d'angle, de cette position, on peut déduire que la différence entre les deux périodes qui étaient représentées tout à l'heure n'est pas de l'ordre du jour, mais de l'ordre de l'heure. Et Aristarque de Samos, lui, a trouvé 12 heures, ce qui est beaucoup trop, et donc a trouvé une distance du Soleil qui est de 1200 fois, 1400 fois la distance Terre-Lune, et qui est tout à fait insuffisante. Il a trouvé en fait une différence de temps de 12 heures, alors qu'elle est de l'ordre de 1 heure, et probablement par difficulté à déterminer le moment de la dichotomie exact, et aussi peut-être par difficulté à envisager que le Soleil soit vraiment très très loin. Enfin, il est difficile de le savoir, mais il peut y avoir différentes raisons. Voilà. Alors je résume un peu ce que je viens de dire sur les dimensions dans le système solaire avant 1672. Pour le rayon de la Terre, donc on a une valeur qui va être assez satisfaisante pendant longtemps, de 6500 km, qui sera améliorée en précision par les mesures des scientifiques de langue arabe, donc entre le 12e, entre le 9e et le 13e siècle, plus exactement, puis reprise par des mesures de la longueur du méridien par triangulation vers 1670, par l'abbé Picard en particulier, et Cassini lui-même, qui sillonne la France en faisant des mesures de triangulation. Donc on peut considérer qu'on a une bonne estimation du rayon de la Terre. Ensuite, sur la distance Terre-Lune, on en reste, après les perfectionnements apportés par Hipparque et par Ératosthène, à 60 rayons terrestres. Alors, il semble que, bien que je vais bientôt parler de parallaxe, la parallaxe de la Lune serait accessible assez tôt, en tout cas avant la parallaxe de Mars, mais on en parle
Il semble qu'elle ne soit pas vraiment utilisée avant le XVIIIe siècle, mais je n'en suis pas certaine. Alors, quant à la distance Terre-Soleil par la méthode de la dichotomie, je viens d'en parler. La conclusion est que le Soleil se trouve environ 20 fois plus loin de la Terre que la Lune, soit environ 1200 rayons terrestres. Oui, Aristarque de Samos avait dû trouver 1400, mais quand on apporte la correction apportée par Ératosthène aux rayons de la Terre, on en vient à 1200. Enfin, ça, c'est pas très important, au lieu des 23 455 que nous connaissons actuellement. Donc, c'est vraiment un rapport presque 20, enfin, c'est bien le rapport 18 que signale Cassini, ce qui veut dire que entre Aristarque de Samos et le début du XVIIe siècle, on n'a pas évolué à ce sujet. Ah oui, ce que j'avais oublié de dire aussi dans mon introduction, c'est que, si je l'ai dit, je crois, on avait des bons rapports de distance, mais tout était rétréci d'un facteur 18 par rapport à ce que c'est réellement. Et c'était finalement pas trop gênant pour les observations, ni pour la théorisation. On aurait même pu faire une dynamique du système solaire avec un système petit. Par contre, la mesure de la vitesse de la lumière aurait été quand même un peu faussée. Voilà. Alors, maintenant, j'en viens à cette espèce de catalogue qui est donné par Otto von Guericke en 1672 et qui m'avait un petit peu alerté sur ce problème. Valeur pour la distance du Soleil. Je n'ai pas parlé d'Otto von Guericke, je ne sais pas si vous le connaissez. Il est célèbre non pas pour ses considérations sur le système solaire et sa propre détermination de la distance du Soleil, qui n'est pas meilleure que celle des autres, qui fait par un calcul assez compliqué, mais il est connu par ses expériences sur le vide avec les hémisphères de Magdebourg. C'est ce qu'il raconte essentiellement dans son livre, mais c'est un très gros livre qui a toute une partie d'une espèce de recension des connaissances astronomiques à l'époque, qui est très intéressante parce que c'est un vrai témoin de l'époque. C'est quelqu'un, ce n'est pas un scientifique que l'on connaît comme scientifique, mais c'est un homme très cultivé, un notable, qui connaît très bien ce qui se passe autour de lui et qui est capable donc de donner l'état des lieux des connaissances en 1672. Donc, à ce titre-là, c'est assez précieux, parce que c'est des fois contradictoire avec ce qu'on peut lire sur les sites historiques. Alors, je vais commenter ce tableau rapidement. Les valeurs données par Hipparque correspondent à peu près à ce qu'on a donné pour Aristarque de Samos. C'est un petit peu plus, 1357 au lieu des 1200. Mais c'est du même ordre de grandeur. On remarquera qu'on donne une excentricité au Soleil. Alors sur quels critères, je ne sais pas, des variations de taille apparente du Soleil, de diamètre angulaire du Soleil. En tout cas, chez Posidonius, qui est un stoïcien grec, l'excentricité est vraiment énorme, puisque ça varie la distance varie d'un facteur 10 pour la distance du Soleil. Et je ne sais absolument pas pourquoi, mais c'est quand même intéressant de voir ça, d'autant plus qu'on ne le trouve pas d'habitude dans les sites. On trouve ça, les gens ont fait la moyenne, je ne sais pas, où la moyenne a été faite, et on trouve comme valeur donnée par Posidonius 6 ou 7 000, en disant que lui avait progressé par rapport aux autres. On ne sait pas comment, ni pourquoi, mais qui donne une meilleure valeur de la distance Terre-Soleil que les autres. Bon, voilà. En fait, ce qu'il donne, c'est une excentricité à la trajectoire du Soleil qui est absolument inexplicable. Alors ensuite, on a la valeur de Ptolémée. Ptolémée, c'est celui qui écrit un énorme ouvrage à Alexandrie. On est à Alexandrie maintenant. Un énorme ouvrage qui s'appelle Almageste, dans lequel il établit un système rendant compte, qui va être valide jusqu'à Copernic, qui rend compte des mouvements des planètes dans le système solaire par combinaison de mouvements circulaires uniformes qui, perfectionnés avec des épicycles et divers autres petits avatars, peut rendre compte exactement des observations, le plus exactement possible, puisque quand on multiplie les paramètres dans un modèle, on peut rendre compte de tout.
Donc le système de Ptolémée était très très utile aux observateurs et était perfectionné et a été utilisé d'ailleurs même après l'apparition de l'œuvre de Copernic en 1543. Ensuite, quand il donne des valeurs pour Maurolyco et Clavius, qui sont des pré-galiléens, bon, sur lesquels je ne vais pas faire de commentaires, et pour Galilée lui-même, qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est la même valeur que celle de Ptolémée, ça veut dire que ça ne les a pas intéressés et qu'ils ont repris une valeur qu'ils avaient trouvée dans les textes de Ptolémée. Alors pourquoi est-ce que Galilée prend une valeur qu'il aurait trouvée dans un texte de Ptolémée plutôt que dans Copernic? J'en sais rien, c'est peut-être pas vrai d'ailleurs, et en tout cas ça veut dire que Galilée ne s'est pas intéressé à cette question. Et effectivement, à ma connaissance, la distance Terre-Soleil ne l'a pas trop tracassé. Il avait d'autres sujets de travail. Il avait de quoi s'occuper. Pour Copernic et Magini, c'est la même chose. Hein. Copernic a sa valeur à lui, qui n'est pas très originale non plus, simplement elle est inférieure à celle d'Hipparque. Il doit avoir de bonnes raisons, lui, que je ne connais pas. Alors, quant au dernier volet, Bouliot, Van Delen et Riccioli, eux, très probablement, enfin Bouliot, je ne suis pas sûr, Ismaël Bouliot, je ne suis pas sûr, c'est un astronome qui n'est pas très connu pour ses résultats astronomiques. Van Delen est un astronome flamand, alors qui lui va être dont on suppose simplement que pour obtenir cette valeur qui quand même commence à se rapprocher de la bonne valeur, hein, il est à plus de la moitié de la bonne valeur, a utilisé la méthode d'Hipparque, mais avec une très bonne lunette comme viseur. Enfin, avec une très bonne lunette. Et c'est tout à fait possible. Donc il a beaucoup mieux déterminé l'instant réel de la dichotomie. Et donc la différence entre les deux périodes du mois lunaire entre la dichotomie. Voilà. Alors ce qui est curieux, c'est qu'il se rapproche de ce que nous appellerions la vérité et que ça change absolument rien. Hein. On continue à utiliser les valeurs anciennes. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas qu'une personne ait trouvé une bonne valeur pour que ça s'impose dans le milieu, dans la communauté astronomique. En tout cas, pas Van Delen. Par contre, le résultat donné par Cassini va s'imposer. Cassini appartient à une institution. Hein, il n'est pas encore directeur de l'Observatoire, puisqu'il n'y avait pas de directeur au départ, mais il est membre de l'Académie des sciences. On l'a fait venir pour s'occuper d'astronomie. Il est connu. Et il est entouré, et donc son résultat va s'imposer, alors qu'auparavant, les gens pouvaient annoncer à peu près n'importe quoi, et personne ne pouvait vérifier, donc c'était pas déterminant. Riccioli a dû aussi probablement utiliser une lunette, mais ça, je ne sais pas exactement. Quant au calcul fait par l'auteur du livre, Otto von Guericke, c'est tellement compliqué que je ne me suis pas astreinte à le comprendre. En tout cas, il ne fait pas d'observation, donc on va le laisser couler. Voilà. Donc on en est toujours quand même à une valeur de 1200 ou 1300 rayons terrestres pour la distance Terre-Soleil. Van Delen n'ayant pas changé, vraiment modifié le paysage. En tout cas, c'est ce que dira Cassini, qui peut-être ignore ces nouveaux résultats, et qui dira à un moment donné, je commençais à soupçonner que les distances dans les systèmes solaires étaient beaucoup plus grandes que ce que nous avons cru jusqu'ici, au moins 18 fois plus grandes. Alors, valeur actuelle, 23 455 rayons terrestres. Alors, j'en viens maintenant à la mission de 172-73, voilà, qui arrive après. Alors, Jean Richer est assistant à l'Académie des sciences, fondée en 1666, et il est à l'Académie des sciences depuis le début. Il est mandaté pour une mission à Cayenne, avec un ensemble de tâches, une espèce de cahier des charges,
un ensemble de tâches à accomplir, dont l'observation de la planète Mars, qui est alors en opposition, et donc à sa position la plus proche de la Terre. On va en reparler de cette position la plus proche de la Terre. Alors, dans son cahier des charges, il écrit lui-même dans son texte rédigé en 1672, il a à s'occuper de l'obliquité de l'écliptique, du moment des équinoxes, des parallaxes du Soleil, de Vénus et de Mars. Alors, entendons-nous bien, il ne va pas calculer des parallaxes lui-même, il va simplement, tout son travail, ça va être à propos du Soleil, des planètes et des étoiles fixes, dont on l'a chargé, enfin, qu'il a été chargé d'observer, de mesurer, d'observer leur passage au méridien, et de mesurer les hauteurs méridiennes et l'heure de passage. Point final. Et puis après, il a un carnet d'observation qu'il va transmettre à Cassini, qui lui va faire le travail de mesure de parallaxe. Enfin, il doit savoir ce que c'est qu'une parallaxe et savoir pourquoi il fait ce travail tout de même. Des mouvements des parallaxes de la Lune, des mouvements de Mercure, de déclinaison, ascension droite et grandeur des fixes australes, puisqu'il est, on va voir où il est très près de l'équateur, donc il observe des étoiles qui ne sont pas observables à Paris, bien sûr. Alors, il a aussi des observations physiques. Je ne sais pas si le micro marche là, ça va? Ça va. Alors, des observations physiques, alors, celle qui a rendu célèbre l'exposition, l'expédition, pardon, de la longueur du pendule à seconde de temps, ça veut dire quelle va être la longueur du pendule simple qui bat la seconde par rapport à celle de Paris. Et il va trouver, en fait, qu'elle est plus courte à Cayenne qu'à Paris, c'est-à-dire que le pendule est ralenti à Cayenne. Ce qui correspondra, en fait, il sera interprété par Newton comme un aplatissement de la Terre, et donc en faveur de la théorie de l'attraction en 1 sur R2, contre le système cartésien, dont je ne vais pas parler, c'est pas mon sujet. Ensuite, d'autres observations physiques, finalement, on n'envoie pas quelqu'un en expédition simplement pour observer Mars, mais il faut qu'il observe, qu'il ait de quoi s'occuper toute la journée aussi, du flux des marées, de la variation de l'aiguille aimantée, évidemment, donc on va, oui. Les horloges étaient suffisamment précises? Alors, je vais y venir tout de suite aux horloges. Alors, suffisamment précises, bon, je vais y venir tout de suite. De la hauteur du divergence, c'est-à-dire de la pression, on est proche de l'équateur, hein, de la pression, des crépuscules, des vents, et quelques animaux et poissons aussi, remarque sur quelques animaux et poissons, en fait, il ne va pas en faire beaucoup. Hein, ça ne l'a pas énormément intéressé, puis il était peut-être fatigué quand même. Alors, voilà donc une première page du texte édité en fait, c'est le texte, je crois que la première page, c'est celle qui est éditée en 1729 dans les mémoires de l'Académie des sciences, mais rédigée en 1679 par Jean Richer, alors qui devait passer 2 ans à Cayenne, qui va passer un peu plus d'1 an seulement parce qu'il va tomber malade et rentrer. Et dans le même temps de ces observations à Cayenne, Jean-Dominique Cassini observe les mêmes astres. Alors je l'ai mis en même temps, entre guillemets, parce qu'évidemment il y a un décalage horaire entre le passage au méridien de Mars à Cayenne et à Paris, un décalage horaire dont ils connaissent bien la grandeur, qui est de 3h38, aussi déterminée par la méthode des éclipses. Hein. Richer observe le passage de Mars au méridien pendant 5 mois en notant la hauteur et l'heure du passage. Tout ça, je l'ai déjà dit. Voilà. Alors, ça, c'est pour situer Cayenne, en Guyane. Hein. On sait où c'est. Il n'y avait pas encore de bagne, mais c'était déjà un petit peu occupé par les Français, qui avaient commencé à venir là au début du XVIIe, et puis qui occupent vraiment le territoire vers 1650. Et ce que vous voyez là-dessus, en fait, c'est qu'on est vraiment proche de l'équateur, en fait, à 4 degrés de latitude au-dessus de l'équateur. Et alors, oui, ça je ne l'ai pas dit, mais il est temps de le dire quand même. Ce qui n'apparaît pas vraiment dans le cahier des charges de Jean Richer, mais qui est très important pour Cassini, c'est de corriger les erreurs de réfraction dans l'observation des étoiles. Or, certaines étoiles qui sont observées quand même très obliquement à Paris
vont être observées au zénith à Cayenne. Et quand on observe les étoiles au zénith, il n'y a pas d'erreur de réfraction. Et ça, en fait, c'est un motif très très important pour Cassini, mais que Cassini va traiter lui-même à partir des données de Jean Richet, sans même vraiment l'avoir mis au courant de ce problème. Et bon, je vais en reparler à l'occasion. Et puis la carte de droite est simplement pour vous montrer l'île de Cayenne, qui est une presqu'île, mais enfin, quand même considérée comme une île, puisqu'il y a une rivière qui passe, là, peu importe. Alors une carte plus ancienne, je remonte dans le temps, une carte qui doit dater du 18e, où l'Est et l'Ouest sont inversés par rapport à ce que nous ferions nous. Et enfin une carte qui doit dater, si je ne me trompe pas, des environs de 1652, c'est-à-dire de la véritable occupation par les Français de l'île de Cayenne. Alors elle est vraiment représentée comme une île, l'orientation a changé puisque vous avez le nord ici, c'est un peu déroutant pour nous, et on voit qu'il y a déjà un fort et des maisons qui sont soit les maisons du capitaine, soit les maisons des indigènes. Alors, donc c'est là que débarque Jean Richet en 1672. Il y était déjà allé en 1670 avec un cahier des charges un peu différent. Il n'était pas resté très très longtemps, mais enfin il connaissait déjà les lieux. Alors, maintenant je vais m'embarquer un petit peu dans le récit de Jean Richet, parce que c'est très concret. Arrivant à Cayenne, je trouvais un endroit où depuis 8 années, il y avait sur terre 2 meules de moulins, auprès desquels, bon, ce qui veut dire qu'il y avait déjà eu du monde, auprès desquels je fis bâtir par les sauvages une petite maison à leur manière, de 24 pieds, de long sur 18 de large, couverte de branches et de feuilles de palmier, et fermée par les côtés avec des écorces d'arbres, laquelle m'a servi d'observatoire pendant que j'ai été en cette île. Alors c'est un observatoire qui coûte un peu moins cher que celui de Paris, mais malheureusement, on n'a pas de photos. On n'a pas d'image, on n'a pas de dessin de cet observatoire, c'est bien dommage. J'ai aucune illustration de ça. J'aurais bien aimé. Mais il raconte assez précisément. Alors, je me suis servi pour faire mes observations d'un quart de cercle et d'un octant, alors desquels le demi-diamètre, savoir celui de l'octant, enfin le rayon, était long de 1,80 m et celui du quart de cercle de 75 cm. Alors pour le quart de cercle, on a des représentations abondantes. Pour l'octant, j'en ai jamais trouvé une. Si quelqu'un en trouve, je suis preneuse. Chaque degré était divisé en minutes par les lignes transversales de telle manière que sur chaque minute de l'octant, je pouvais aisément estimer la grandeur de 8 à 10 secondes. Alors ça, c'est très précieux, ça donne la précision des lectures par Jean Richet de ce qu'il va mesurer, 8 à 10 secondes, comme incertitude de lecture, sachant que la parallaxe qui va être mesurée par Cassini, après, qui va être évaluée par Cassini d'après ses mesures, est de cet ordre-là. La parallaxe entre Paris et Cayenne, ce sera une quinzaine de secondes. Et il parle aussi des lunettes de longue vue qui servaient de pinule à ces instruments, c'est-à-dire de viseur. Mais on va voir tout de suite. Voilà, je reviens à la vignette où on voit cet instrument qui est le quart de cercle. On n'a pas de représentation de l'octant, dommage. L'octant devait être plus précis d'ailleurs. Et là, on n'a pas les gradations, mais on va les avoir sur le... En fait, Richet ne se donne pas beaucoup de mal pour décrire ça. Il renvoie un livre sur des instruments écrit par l'abbé Picard, et sur lequel on voit effectivement plus précisément ce quart de cercle avec ses graduations et tout ce qui est utile pour le faire fonctionner. Bon, retenons simplement que la précision est de 8 à 10 secondes et que c'est probablement un instrument de ce genre-là exactement qu'il a emporté. Mais il y a aussi son octant. Est-ce que j'avais autre chose à dire là-dessus? Non. Donc, voilà. Alors là, je me suis amusée à mettre une autre gravure qui date à peu près de la même époque, mais qui représenterait, éventuellement, on n'en est pas sûr, Hevelius, un astronome polonais qui observait, qui lui n'a pas bougé de son observatoire à Danzig, mais qui a une lunette beaucoup plus performante que celle qu'on a vue sur le quart de cercle de Jean Richet, enfin de Picard. On aimerait imaginer qu'il pouvait avoir une lunette comme ça sur son octant, qui fait 1,80 m de rayon, mais probablement pas.
Et là, on voit des lunettes dites Dewelius, c'est-à-dire conçues par cet astronome polonais, vers 1770, et il y en aura à l'Observatoire de Paris quand même. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas des lunettes télescopiques et ça ne doit pas être facile à emporter en voyage quand même. Voilà, parce que je dis ça, enfin je précise ça parce que j'ai lu que la mauvaise qualité des lunettes qui étaient installées sur les cadrans, c'est-à-dire sur ces cadrans un peu standards, qui n'ont que 2 cm d'ouverture, était une cause d'imprécision dans la mesure de la parallaxe de Mars. Voilà. Alors, j'avais pour la mesure du temps 2 horloges, on y vient, hein, à pendule. Alors, c'est très important parce qu'il a des horloges à pendule pour mesurer la période du pendule simple et mesurer le retard du pendule simple. C'est un peu un cercle vicieux. Hein. Je vais en reparler, mais bon, c'est pas mon sujet, mais quand même, c'est intéressant. Dont l'une marquait les secondes et l'autre les demi-secondes. Elles avaient été faites par le sieur Thuré, horloger ordinaire du roi, qui par son exactitude et la délicatesse de ses ouvrages, bon, je n'en sais pas plus sur le sieur Thuré, mais c'était sans doute le meilleur horloger du moment. Et bon, alors, Jean Richet, une fois arrivé à Cayenne, a testé soigneusement son octant et son cadran pour voir s'il n'avait pas souffert du voyage, trouvant comme résultat qu'il fallait ajouter 10 secondes aux mesures faites par l'octant, par exemple. Enfin, ça, il a des techniques qui sont des techniques habituelles pour tester ça. C'est une erreur sur l'origine des mesures, et il faudra rajouter 10 secondes, et Cassini le fera, rajoutera soigneusement 10 secondes à toutes les mesures faites avec l'octant. Alors par contre, pour les pendules, ben, il dit aussi, comme pour le reste, que dans son carnet de données, il n'a pas corrigé le mouvement des pendules, soit qu'elles avancent ou qu'elles retardent à l'égard du mouvement journalier des fixes, mais c'est plus grave parce que c'est l'intervalle même de la durée de temps qui est modifié, puisque c'est une horloge à pendule, donc le pendule va aussi plus lentement à Cayenne qu'à Paris. Et il est très facile, enfin ça je l'ai fait, en regardant les données pour une étoile donnée nuit après nuit, de constater que le jour sidéral, pour lui, avec ses horloges, est trop court. Il est seulement de 23h53 et que les étoiles n'avaient plus besoin d'être fixées sur une sphère pour tourner, donc plus besoin du tout d'être à la même distance, et sans doute réparties à des distances très différentes. Et puisqu'elles étaient d'éclats très différents, pourquoi pas, à cause de leurs distances différentes. Mais donc, voilà. Les premières parallaxes stellaires seront mesurées en 1838 par Bessel et sont de, bon, voilà, 0,3 secondes, mais ça vous le savez probablement. Pour l'étoile 61 Cygni, observé par Bessel, et 0,2 secondes pour Vega, qui est une étoile qu'on pense naturellement observer puisqu'elle est très brillante dans le ciel. Alors, ceci étant, ce qui va nous intéresser ici, ce ne sont pas du tout les parallaxes orbitales, mais les parallaxes terrestres, qui correspondent à la différence de direction de visée d'un point à l'autre de la Terre. Alors, je donne tout de suite des valeurs, parallaxe de la Lune d'un point de la Terre. Bien que je n'ai pas encore défini la parallaxe, mais ça va venir tout de suite. Parallaxe de la Lune de 67 secondes, mesuré au XVIIIe siècle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, à ma connaissance, pas avant, mais je peux me tromper, et si quelqu'un a des connaissances à ce sujet, je suis tout à fait preneuse. Celle du Soleil est de 8,8 secondes, difficile à appréhender en raison de son éclat, et l'idée d'utiliser Mars en 1672 est sans doute due à Cassini. La parallaxe de Vénus, elle, sert à déterminer la distance Terre-Soleil par la méthode du transit. C'est aussi une méthode de parallaxe, la méthode du transit, que vous connaissez sûrement, enfin qui est plus connue que la méthode de 1672. Elle est tentée quand même une fois au XVIIe siècle, sans succès,
et puis réalisé avec succès au XVIIIe. Alors, donc des dessins de définition des parallaxes, hein, pour la parallaxe orbitale, on voit une étoile proche changer complètement de position par rapport aux étoiles lointaines considérées comme étant à l'infini, là, aux positions extrêmes de la Terre sur son orbite. En fait, d'ailleurs, les directions devraient être tangentes à l'orbite, peut-être, pour que ce soit extrême, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et l'angle θ, de l'angle θ, on va tirer, évidemment, connaissant les dimensions de l'orbite, à condition d'avoir une bonne valeur de la distance Soleil-Terre, on va tirer la distance de l'étoile. Alors, la parallaxe terrestre, celle qui m'intéresse maintenant, qui s'appelle horizontale ou totale, dans sa définition, est l'angle de différence, enfin la différence d'angle de visée entre quelqu'un qui voit l'étoile à l'horizon et quelqu'un qui la voit au zénith. Alors, on comprend tout de suite qu'évidemment, c'est pas en faisant la différence entre les hauteurs ou déclinaisons de l'étoile qu'on va avoir la parallaxe, puisque entre le zénith et l'horizon, ça fait 90 degrés, ça ne nous donne pas du tout la parallaxe. Ce qui donne la parallaxe, c'est la différence entre... Alors, on va imaginer là que ce cercle est un grand cercle, est un méridien, hein, et que les points C et B sont simplement à différentes latitudes, et c'est la différence des latitudes qui va donner la parallaxe. Qui va donner donc l'angle que j'ai appelé alpha, qui s'appelle alpha. Alors, deuxième remarque, ça c'était ma première remarque, hein, c'est la différence des latitudes. Il faut bien sûr connaître les latitudes des lieux pour obtenir la parallaxe de l'étoile, qui va permettre d'obtenir sa distance. Et deuxième remarque, l'angle de parallaxe alpha est inversement proportionnel à la distance, parce que l'angle peut être assimilé à sa tangente, ou à son sinus, parce qu'il est toujours très petit. Donc ça, c'est une méthode qui permet de calculer des parallaxes facilement, au moins des distances facilement, connaissant les parallaxes. Bon, c'est assez clair, ça va? Je continue. Alors maintenant, je montre Mars, la Terre et le Soleil. Mars en opposition. Alors, moi, je pensais que Mars en opposition, c'était tout simple. On avait une certaine distance qui était à peu près le tiers de la distance Terre-Soleil. Ben, c'est plus compliqué que ça parce que, étant donné que la trajectoire de Mars est relativement excentrique, avec une excentricité de 1/10, eh bien, la distance Terre-Mars peut varier presque du simple au double, comme vous le voyez là. Alors par contre, calculer la parallaxe de Mars dans une position ou dans une autre est très facile parce qu'il suffit de faire une règle de 3, comme je viens de le dire. C'est-à-dire que la parallaxe, dans la position la plus favorable, ici, la parallaxe de Mars par rapport à la Terre sera la parallaxe du Soleil par rapport à la Terre, qui est de 8, disons 9 secondes, divisé par 0,36. Et ça nous donne 24 secondes. Et ici, on trouve 13 secondes. Donc, en opposition, la parallaxe de Mars peut varier de 24 secondes à 13 secondes. Et d'après ce qu'on a des valeurs de Cassini, du travail des données de Jean Richet, on est plutôt dans la position favorable ici. Quoique Jean Richet ait dit qu'on était dans la position la plus favorable en septembre 71. Donc, bon, faudrait voir si on l'est encore en 72. Sachant que la période de Mars est de à peu près 1 an et demi, et ça tourne dans le même sens, enfin, voir ça de plus près. Mais bon, voilà, on est à peu près dans la conjoncture la plus favorable. Bon, quelques données de plus sur la parallaxe, parce qu'évidemment, j'ai défini la parallaxe horizontale qui est la parallaxe totale, que Cassini va appeler parallaxe totale. Mais on n'a pas toujours un observateur qui voit l'astre à l'horizon et l'autre qui le voit au zénith. On choisit Paris et Cayenne, par exemple. Et donc, on a des parallaxes partiels qui sont calculés. L'angle P de parallaxe est toujours calculé
en tenant compte de la direction d'observation par rapport à la verticale et de la latitude du lieu si on est sur un méridien, que je suppose pour simplifier. Et puis le cas le plus général en bas, où la parallaxe, l'angle P, oh ben là il est décalé par rapport à ma figure, c'est un défaut de conception du diaporama, excusez-moi. Et donc l'angle de parallaxe, on va l'avoir en mesurant les hauteurs ou les déclinaisons de l'astre en deux points différents, Paris et Cayenne, par exemple, et en soustrayant l'angle O1T, O2, qui est simplement, si on se situe sur un méridien, la différence de latitude entre les deux lieux. Et puis bon, c'est une géométrie qui est peut-être un petit peu compliquée pour nous, mais ça ne posera aucun problème à Cassini. Oui? Vous faites jamais référence au temps. Je pense que la synchronisation des temps est très importante. Entre Paris et Cayenne? Oui. Mais bien sûr. Et quand j'avais mis que Cassini et Richet... Justement, je pense que Cassini avait donné un programme à Richet bien précis. Oui. Observer à telle date, tel astre, pour que lui fasse la même observation à Paris et qu'il puisse rencontrer l'observateur. C'est-à-dire que la date, en fait, Richet ne la choisit pas, puisqu'il n'observe les astres que dans leur passage au méridien. C'est ça. Simplement, il faut connaître exactement la différence horaire entre le passage au méridien de Mars à Cayenne et le passage au méridien de Mars à Paris la même nuit. Et cette différence, elle est de 3h38, parce qu'elle est déterminée par les observations d'éclipses de lune, encore une fois. Mais ça, ils s'en servent effectivement. Richet donne une valeur, Cassini donne aussi une valeur, et on va faire la moyenne. Et en plus, il faut savoir déterminer le mouvement réel de Mars, qui change de hauteur, évidemment, au cours de sa trajectoire, pendant ces 3h38, entre les deux nuits qui sont identiques. C'est à peu près 2 secondes qu'il faudra ajouter à la parallaxe ou retrancher, mais ça, c'est fait sérieusement. Oui, mais leurs horloges n'étaient pas assez précises, parce qu'en plus Richet se posait la question si l'humidité de Cayenne ne changeait pas Oui. le métal des horloges, Oui. avant de contrôler son pendule. Elles étaient assez précises, mais elles retardaient. Il a mesuré la différence de longueur de la sonde et il s'est aperçu qu'il ne fallait pas une longueur de pendule qui lui soit de 1 mètre, ça devait faire une demi-toile ou quelque chose comme ça, mais qu'il fallait diminuer de quelques lignes. Donc les horloges à pendule, c'est assez précis. Elles étaient très précises, mais elles retardaient. Elles étaient très précises, mais fausses. Elles retardaient à cause de la gravitation. Bien sûr, bien sûr. Mais elles étaient très précises, je suis d'accord avec vous. Alors l'humidité, je sais pas, l'humidité peut jouer aussi, mais peut-être qu'il n'a pas suffisamment évalué aussi le problème de la gravité, enfin de la modification de la gravité sur ces horloges à pendule. Maintenant, c'était des horloges à échappement, donc ça ne réagit pas non plus comme le pendule libre. Mais voilà, c'est tout un travail à faire qu'il ne fait pas, parce qu'il n'a pas à le faire, lui. On ne lui a pas demandé. Si, le travail, il l'a fait l'initiative de la faire. Oui. La longueur du pendule, puisque en fait, le pendule, la masse pesante, elle est au bout d'une tige qui est à vis, et on peut rallonger... Ah d'accord, sur ces pendules même, vous voulez dire? Oui. D'accord. Bon, bah, écoutez, je vous remercie. S'il vous plaît. Oui. On fera les questions à la fin parce que je passerai avec le micro. D'accord. Oui, parce que... On Alors, n'entend pas. excusez-moi, je vous remercie beaucoup de cette précision que je ne connaissais pas, mais effectivement, l'organisateur dit qu'il vaut mieux y revenir à la fin, parce que vous aurez un micro et que tout le monde vous entendra. Enfin, moi, je vous ai entendu, hein, donc... et les gens qui vous tournent le dos ne vous ont peut-être pas entendu. Et ça sera sur vidéo. Et ça sera sur vidéo en plus, voilà. Très bien. Alors, donc Richet note l'heure de passage au méridien de la hauteur de Mars et des étoiles proches. Je donne quelques exemples de hauteur, je n'ai pas noté les heures. C'est simplement pour vous montrer qu'il y en a des pages il y en a des pages et des pages de ça. Et préciser que le bord supérieur de Mars est à une hauteur d'environ 30 degrés à Paris. Voilà, alors je viens maintenant au problème de la réfraction et au fait qu'on utilise une méthode différentielle, c'est-à-dire qu'on ne va pas mesurer seulement les coordonnées, enfin la hauteur de Mars, mais la différence de hauteur entre Mars et une étoile
du Verseau, une étoile la plus proche. On aurait aimé d'ailleurs qu'il y ait une conjonction. Cassini pensait avoir la chance d'avoir une conjonction de Mars avec une étoile, ce qui aurait été beaucoup plus précis, et d'avoir cette conjonction à Paris aussi, plus tard, à un autre moment, et de pouvoir faire la mesure comme ça. Alors là, vous voyez très bien le principe sur le schéma, hein, c'est que la réfraction modifie la direction apparente de l'étoile et de Mars, mais modifie assez peu la différence. Évidemment, le schéma est exagéré puisqu'il s'agit d'une étoile qui est quand même assez haute et que la réfraction va très peu jouer sur les étoiles qui sont près du zénith. Mais en fait, Cassini est très intéressé à établir des tables de réfraction et il les fera d'après les données de Richer, ces tables de réfraction, pour trouver que ça varie de 0 au zénith à plus de 30 minutes à l'horizon. Que la réfraction atmosphérique est pour lui de 32 minutes à l'horizon, c'est-à-dire que quand le soleil se couche et qu'il touche l'horizon, en fait, il est déjà couché, et quand on le voit se lever, il n'est pas encore levé du tout. Voilà, donc c'était très important. C'était peut-être ce qu'il y avait de plus important au départ dans l'utilisation des données de Richer pour Cassini. Établir les tables de réfraction. Alors ensuite, bon voilà, maintenant on est à l'Observatoire de Paris, on va parler du travail de Cassini, et puis je ne voudrais pas abuser de votre patience, donc je vais me dépêcher. 10 minutes, d'accord, c'est presque fini. Voilà, c'est une autre représentation de l'Observatoire de Paris que j'aime beaucoup, parce qu'elle est très jolie, avec la tour de Marly, des étoiles, des lunettes des Vélius, qui ont l'air télescopiques, et des lunettes aériennes de Huygens, sans tuyau. Alors, le travail de Jean-Dominique Cassini, j'en ai déjà parlé, hein, donc ça va aller assez vite. 3 méthodes à partir de l'écart des longitudes entre Paris et Cayenne, à partir de l'écart des latitudes. J'ai plutôt parlé, finalement, quand j'ai montré les images de la parallaxe, de différence en latitude sur un méridien, et c'est ça qui va être utilisé. Et puis, à Paris seulement, en utilisant comme base de la parallaxe le déplacement de la Terre au cours de la nuit. Il fallait y penser, et en fait, ça marche très bien. Il aurait pu, à ce sujet, ne pas envoyer Jean Richer à Cayenne. Enfin, il avait autre chose à faire aussi à Cayenne. Voilà. Donc, ce sont les 3 méthodes, A, B, C. Retenons bien les 3 méthodes. Alors, je précise aussi qu'on a les données, justement, de différences horaires, donc différences de longitude entre Paris et Cayenne, et qu'elle est remesurée tout le temps, hein, remesurée par Cassini, par Picard, et même par Jean Richer au cours d'une éclipse. Ils le refont en 1672. La latitude de Paris est facile à déterminer, celle de Cayenne aussi. C'est à peu près le même écart, d'ailleurs. C'est pas tellement plus avantageux en latitude. De toute façon, c'est un huitième du rayon de la Terre. On n'a pas beaucoup plus une base beaucoup plus grande en latitude, mais les mesures sont beaucoup plus précises. Alors, résultat, pour la méthode A, la méthode en longitude, échec. Hein, les commentaires de Cassini sont assez intéressants. Alors, soit parce que justement les horloges de Richer à Cayenne retardent, soit pour d'autres raisons. La comparaison des données en différence de longitude, qui est vraiment fondée sur les horloges, ne marche pas du tout. Et on a des valeurs incohérentes, réduites à rien, et parfois moins que rien. Supposant que dans les alors ce qui est intéressant, c'est que Cassini va faire un calcul d'erreur, là, alors qu'il ne le fait pas vraiment, jamais, mais en disant que j'observe rien, et j'évalue mes erreurs, et en supposant que l'erreur d'un quart de minute fasse évanouir la parallaxe de Mars, et bien la parallaxe totale serait de 25 secondes. Donc il évalue ses erreurs, il donne une limite supérieure, et justement c'est la valeur de la parallaxe de Mars. Ça tombe très bien. Nous ne saurions supposer une plus grande erreur, donc on pourrait même supposer qu'il a eu de la chance de mesurer la parallaxe de Mars, alors que c'était vraiment de l'ordre de grandeur des erreurs, sauf qu'il a pris en fait une autre méthode, qui est la méthode B, en de différence de latitude entre Paris et Cayenne, et là ça marche beaucoup mieux. Donc il prend des données, alors
sa méthode de travail, il ne fait pas de moyenne, hein, mais il en fait quand même, parce qu'il observe toutes les données et il élimine celles qui ne lui plaisent pas. C'est normal. Enfin, par rapport à des notions de continuité dans les données, hein, pas par rapport à ce qu'il veut trouver, puisqu'il ne sait pas ce qu'il veut trouver. Et donc il trouve ça, et puis il en déduit la parallaxe totale qui est 59 centièmes de la parallaxe entre Paris et Cayenne. Et voilà, c'est pas trop mauvais. Et dans sa troisième méthode à Paris, en utilisant le mouvement de l'observateur de Paris au cours de la nuit, il a quelque chose qui est tout à fait aussi bon. J'ai mis plus de précision, en fait, il n'y a pas plus de précision, simplement, je n'ai pas noté la précision des autres, parce qu'il y avait plus de données, il y a beaucoup plus de données que ça. Voilà. Alors, conclusion aussi, par Cassini, distance de la Terre à Mars, dans sa conjonction, enfin, dans sa position la plus proche, 9700 rayons terrestres, et de la Terre au Soleil, 21 800 rayons terrestres, voire 22 000. On est très proche des 23 500, on est à plus de 10% près, alors que les incertitudes de mesure sont de l'ordre de 100%. C'est du joli travail, et qui a demandé beaucoup de patience et beaucoup d'acharnement de la part de Cassini. Voilà, alors là j'ai mis les sources, mais ça, vous pourrez les avoir après, hein, c'est pas la peine de les lire maintenant. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? La suite, mais la suite vous la connaissez mieux, hein, vous la trouverez dans les références de nombreux articles de l'astronomie, donc par la méthode du transit de Vénus, c'est connu, et par l'aberration stellaire aussi, c'est moins connu, je ne sais pas qui l'utilise vraiment, mais on en parle. C'est une méthode tout à fait possible. Moi, j'ai pensé à une autre d'ailleurs. À partir du moment où on mesure la vitesse de la lumière, et je fais allusion ici sur Terre en laboratoire, on peut revoir la méthode des satellites de Jupiter et, connaissant la vitesse de la lumière, s'en servir pour déterminer plus précisément la distance Terre-Jupiter et donc recalibrer tout le système solaire ici. Donc, il y a d'autres possibilités. Voilà. À consulter également. Bon, référence de numéros dans l'astronomie. Et puis c'est tout. Je vous remercie énormément. Bon, merci beaucoup, c'était très intéressant. Je suppose que vous avez des questions et j'ai préféré les laisser pour la fin pour qu'on ait un micro à faire circuler. Alors je vous en prie, levez le bras. Moi j'ai une remarque avant de passer la parole à la salle. Donc, en fait, 90 ans avant les expéditions du transit de Vénus, on avait déjà un bon ordre de grandeur des distances dans le système solaire. Hein? Voilà, donc c'est pas mal, hein, 10% près. Et les expéditions du transit de Vénus n'ont fait que affiner cette mesure, et là, au pourcent, on passe. La parallaxe de Vénus est plus précise. Micro. Oui, parce que bon, Vénus est plus proche. Seulement, évidemment, il faut attendre tous les 110 ans. Oui, oui. Il y en a un qui a attendu 8 ans. Oui, le pauvre, le gentil de la Galésière. Bon, question. Voilà. Oui, ma question c'est le mariage entre ce que vous nous avez dit Oui. et les travaux de Newton. Oui. Newton ne connaissait pas la constante G, donc il ne connaissait que le rapport des deux masses sur la distance au carré, mais il ne connaissait pas G. Donc il n'était pas capable réellement de calculer une force, il n'était pas capable réellement de calculer même une accélération. Donc, entre tous ces savants dont vous nous avez parlé, un qui essayait de mesurer avec beaucoup d'erreurs et faire ça de plus en plus précisément les distances, hein, et de l'autre côté, Newton qui ne pouvait rien faire de sa formule, hein, sauf l'affirmer avec force, puisqu'il ne connaissait pas G. Qu'est-ce que la science en a retiré d'un côté des travaux et puis de l'autre côté Il de ne la connaissait pas formule G, mais il connaissait GM quand même, puisqu'il a les dimensions des orbites. Donc il connaît le facteur G par la masse. Il ne peut pas les séparer, mais il connaît quand même assez de choses. Je ne comprends pas bien votre question.
à vrai dire, parce que il a quand même prouvé que si les planètes décrivent des ellipses et qu'on suppose que l'attraction est dirigée vers l'un des foyers, alors la déviation et donc la force, si elle est proportionnelle à la déviation par rapport à la tangente, est vraiment en 1 sur R2. Ça, il le démontre. Alors que c'était une spéculation. En 1769, dans les débats à l'Académie des sciences de Paris, Robert Val est favorable à une attraction en 1 sur R2. Robert Hooke aussi. C'est une idée qui est dans l'air. Mais Newton fait une démonstration géométrique assez compliquée pour montrer que, selon des hypothèses bien déterminées, à savoir trajectoire elliptique, et supposer que la déviation par rapport à un mouvement tangentiel et inertiel soit due à une force dirigée vers le foyer, alors elle est en 1 sur R2. Je ne sais pas si ça répond à votre question, par contre. Est-ce que vous avez d'autres... Comment on mesure maintenant la distance de la Terre au Soleil? J'espérais que vous ne me le demanderiez pas. Est-ce que quelqu'un le sait? Non, mais je suppose qu'on a toujours les transits de Vénus, on a... je pense qu'il y a des méthodes plus simples. Voilà. Terre, Soleil, Il y a quelqu'un qui peut... Terre, Mars, Voilà. C'est connu à 10 mètres près. mètre P. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire la distance entre les radiotélescopes et les sondes posées sur Mars est connue à mètre P. Voilà. Et après on recalibre tout, parce qu'on a les proportions. Et comment on le fait là? Tu peux... Par radar. Par radar, voilà, c'est ça. Par radar. On n'envoie pas les radars sur les surfaces. Éco-radar. Éco-radar, alors pas forcément sur le Soleil, on fait éco-radar de la Terre sur Mars. Et comme on connaît les lois de Kepler, je suppose qu'on en déduit la distance. On améliore, on reprécise la distance Terre-Mars et donc tout le reste. Grâce à Newton. Grâce à Newton. Ah ben oui, vive Newton. Hein. Vue du 19e. J'ai une question ici. Newton, dont je ne sais pas s'il a bien interprété l'expérience du pendule de Jean Richer, mais bon, à part ça, il a quand même fait quelque chose d'important. Bonjour, est-ce que les observations de Horrocks et de Gassendi dans les transits de Vénus et de Mercure ont un peu influencé les calculs de Cassini? Pas du tout, il n'en parle pas du tout. Je pense que c'était un véritable échec. Oui, c'est dommage, hein, ils avaient essayé au moment du transit de Mercure, mais bon, c'est passé. Vous avez une question? Oui, bonjour, merci pour l'exposé. Je voulais dire, sur la réaction du pendule, Oui. en fait, Richer est parti avec des horloges à pendule qui venaient tout juste d'être inventées, en fait. Parce que, Oui. en fait, à la cour de Louis XIV, il y a un néerlandais, je crois que c'est Huygens, mais peut-être que j'intervertis un autre nom. Qui? Peut-être que c'est Huygens qui a... Huygens, oui. C'est l'inventeur de l'horloge à pendule. Oui, Et bien ça a fait sûr. un énorme progrès dans les horloges, puisque avant c'était des trucs qui étaient avec un papillon qui tournait et qui dépendaient absolument de la pression du vent, de la direction du vent, des choses comme ça. Et donc dès qu'il y a eu l'horloge à pendule, on a eu une très grande précision. Seulement le problème c'est qu'en mer, c'était beaucoup plus perturbé à cause du roulis sur un bateau. Mais dès qu'il était sur terre, la précision était obtenue par contre. Oui. Huygens a également inventé des systèmes de suspension incardant pour transporter les horloges. Mais ça marche pas du tout. Ça marche pas vraiment. Et quand Richer a été à Cayenne, il s'est aperçu que son horloge ne donnait plus la durée de 24 heures dans la journée. Oui, je pense qu'il s'en est vraiment aperçu. Il s'en est aperçu, et à ce moment-là, les horloges, on pouvait les modifier, on pouvait les corriger. D'accord. Pour tenir compte, déjà parce qu'en fait, le pendule est sous une tige métallique, et qu'elle se dilate. Donc, en fonction de la température, la période du pendule peut changer. Et donc, il a corrigé ces pendules, et il en a fait la mesure. Les mesures étaient dans les unités de l'Ancien Régime, c'est-à-dire que ça doit être en
toise. Oui, bien toise. sûr, bien Et sûr. puis il a mesuré l'écart, je crois qu'il y avait 96 lignes, et puis 98 lignes, Oui, 96 d'accord. lignes et 98 lignes et demie, et il les a rapportés à Paris. Puis là, on ne savait pas trop les interpréter, c'est Newton qui en a donné l'interprétation. Normalement, c'était des mesures qui étaient quasiment stratégiques, parce que ça a une très grande importance au point de vue maritime pour faire de la cartographie, Oui. et avoir une très grande précision au point de vue des latitudes, donc des passages, quand il y a des passages très délicats en mer, un cap à passer, il faut connaître exactement la position du navire à la minute près. Donc le pendule est important, et donc connaître ces lois, c'est capital. Et donc c'était des mesures qui étaient en quelque sorte stratégiques, du point de vue commercial ou découverte maritime, mais elles ont quand même été publiées. Cassini a quand même tenu à les publier, et Newton en a pris connaissance. Oui. Bon, il y avait une concurrence entre les deux cours, entre l'observatoire de Greenwich et puis l'observatoire de Paris. Mais en même temps, ils se respectaient, parce que les travaux des uns amenaient aux autres, donc ils avaient fini par s'estimer les uns les autres. Il y avait des disputes à l'époque, par exemple, il y a eu longtemps une dispute entre Newton et d'Alembert à propos de l'orbite de la Lune, chacun déterminant une excentricité, où en fait ils qualifiaient l'orbite de la Lune d'ovale, parce qu'ils considéraient que c'était déjà pas une ellipse. Donc il y en avait un qui était partisan d'une ovalité de la Lune qui était de 5/7, je crois, et puis l'autre de 6/9, quelque chose comme ça. Bon, chacun se disputait, en fait, la mesure est entre les deux. Hein. Et quand Newton a pris connaissance de l'écart des pendules, comme il avait la théorie de la gravitation, il a réinterprété les résultats et il en a déduit que la Terre n'était pas sphérique, mais était un ellipsoïde. Et il en a fait l'estimation. Et l'estimation, bon, elle était un peu grossière, c'était les premières mesures de l'époque, mais ensuite, il a dû trouver quelque chose qui était de l'ordre de 1/300e ou un 350e. Maintenant, c'est un 200e. Oui, Huygens fait aussi un calcul d'aplatissement, même en théorie cartésienne, il trouve aussi un aplatissement. Enfin, je vous remercie beaucoup de ces précisions, hein, que je ne connaissais pas toutes, bien sûr. Et alors, je ne savais pas que Richer avait essayé de corriger ses pendules, parce qu'il ne le dit pas. Mais en tout cas, quand on regarde ces données, il est clair que son jour sidéral reste quand même à 23h53. D'après ces données. Donc il a peut-être pas tout à fait corrigé, enfin je ne sais pas. Je comprends pas très bien. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre part, effectivement, on ne peut interpréter de toute façon ce résultat qu'en ayant la théorie dynamique de Newton. Et pas avant 1687, et c'est Newton qui le fait. Et Huygens le fait également autrement, c'est-à-dire qu'il s'arrange, lui, pour rester cartésien. Christian Huygens s'arrange pour rester cartésien, tout en adoptant la loi en 1/2 et l'aplatissement de la Terre. Bon, j'ai une autre question ici. Une remarque sur Greenwich et l'Observatoire de Paris. Il y avait quand même des espions qui espionnaient un peu quand même. C'était pas un long fleuve tranquille, hein, l'histoire des deux observatoires. Merci madame. Je ne suis pas un spécialiste. Je me permets de poser la question suivante. Comment peut-on intégrer la notion qui paraît être admise maintenant d'un univers qui sera en expansion, et on donne comme image assez courante la surface d'un ballon baudruche, oui, que l'on étendrait éventuellement à l'infini. Comment peut-on intégrer cette notion-là dans le cadre des mesures que vous avez décrites et de l'histoire de ces mesures? Dans le cadre du système solaire, on devrait même peut-être très petitement, mais pouvoir l'observer, cette extension. Non, on est dans une homothétie constante à ce moment-là. Non, parce que le système solaire est soumis à sa propre gravité, qui le soustrait complètement à l'expansion. Parce que la gravité interne au système solaire, qui maintient sa cohésion, fait qu'il n'est pas soumis à l'expansion. L'expansion est en fait à l'échelle cosmologique. C'est pas du tout au niveau du système solaire. Là, il y a une question. Ça a répondu à votre question? Oui, madame. Merci. C'est la gravité qui l'emporte, hein, même si elle est très faible. Elle est beaucoup plus forte entre deux galaxies. Dans ce cas-là, il y a des distorsions.
Ah, il y a des distorsions cosmologiques, oui, dans le système solaire, mais elles sont complètement infimes par rapport à ce qui se passe. Je ne sais même pas si c'est monsieur. À propos de ce ralentissement du pendule, il y a deux explications qui peuvent intervenir. Là, on mentionnait l'aplatissement de la Terre, donc qui correspondait à un diamètre plus élevé. Oui. Mais il y a également le fait que la Terre tournant, avec la force centrifuge, il y a une pesanteur qui est plus faible. Oui, bien sûr. Et ça, est-ce que c'était pris en compte à l'époque? Ça sera certainement pris en compte par Huygens, ça j'en suis sûre, parce qu'il est un spécialiste de la force centrifuge, et par Newton également, parce qu'il a la même dynamique, enfin ils ont la même dynamique, et forcément ils tiennent compte de ça. Une dernière question, peut-être? Oui, merci pour cet excellent exposé qui était très intéressant. Je voulais simplement savoir quel était l'enjeu précis de la mesure du système solaire. C'est-à-dire que pendant un certain nombre de millénaires, le monde, l'univers était le système solaire, et puis il y avait aussi un petit peu la sphère des étoiles, mais ça ne comptait pas beaucoup, et de toute façon, elles n'étaient pas si loin que ça. C'était des sphères emboîtées. On passait de la sphère de Saturne à la sphère des étoiles, comme si ça faisait partie, en somme, du même monde, quoi. Hein. Le monde, c'était le système solaire. Plus tard, on a eu au contraire le système solaire qui était une petite chose absolument infime dans un monde absolument considérable. Hein. C'était les deux infinis de Pascal. Hein. Et alors, je voudrais savoir, au moment où la mesure de la distance de Mars s'est faite, dans quel modèle on était, ce qui change l'importance donnée à la mesure en question. Est-ce qu'on mesure le monde ou est-ce qu'on mesure un petit quartier du monde un petit peu excentré? Alors, pour la distance des étoiles, chacun a son opinion, mais on n'en parle plus tellement au XVIIe siècle, justement parce qu'on est trop préoccupé par le système solaire et par la dynamique du système solaire. Donc on reparlera des étoiles ensuite au XVIIIe et au XIXe. C'est comme si on n'avait pas le temps de tout faire à la fois. Simplement, on considère que les étoiles sont plus loin qu'on ne le croyait, bien sûr, puisqu'on n'arrive pas à mesurer leur parallaxe, on va tomber sur l'aberration en cherchant les parallaxes. Donc, on sait déjà, si on admet le mouvement de la Terre, que les étoiles sont beaucoup plus loin. Ensuite, alors, et ça je l'ai dit, sans raison observationnelle, on va considérer qu'elles sont à des distances différentes. On voit sur des représentations de systèmes coperniciens, peu de temps après Copernic, chez Dicke et chez je ne sais plus, que tout d'un coup, sans raison, les étoiles sont réparties dans l'espace et ne sont plus sur une sphère fixe. Bon, il y a encore plein de questions. Merci. De rien. J'ai plus très bien toutes les dates en tête, mais est-ce qu'on n'a pas cherché à refaire les mêmes choses lorsque les pendules plus stables sont arrivés avec les pendules Harrison? Enfin, ça devait être à l'époque de Newton, hein, parce qu'il y avait une bagarre entre Harrison et Newton, là, où Newton n'a pas été très propre, mais ces pendules-là n'étaient pas soumises à ce problème de balancier, parce que c'est des pendules avec gyroscope, enfin avec... Oui. On s'en est servi énormément pour la détermination des longitudes, en tout cas. Ça a été le concours, hein. C'est à le partir de ce concours, moment-là que voilà. c'est sorti. Mais après, pour refaire les mesures... Pour refaire les mesures de Mars, je ne pense pas qu'on renvoie quelqu'un à Cayenne, parce qu'après tout, la méthode en latitude, en différence de latitude, ou la méthode à Paris avait marché. Donc, autant refaire ça, finalement, que de renvoyer quelqu'un très loin. Enfin, bon... Je réponds comme ça un peu rapidement, mais je ne crois pas qu'on se soit servi des nouvelles horloges pour refaire une mesure de la parallaxe de Mars, mais plutôt pour déterminer les longitudes. En mer. Je reprends tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a signalé que la question de la précision de la parallaxe était importante, les mesures de parallaxe étaient importantes, mais que les mesures de temps étaient tout aussi primordiales. Et effectivement, l'une ne va pas sans l'autre parce qu'il faut déterminer les instants d'observation. De toute façon, oui. En un endroit de la Terre et de l'autre. Oui, il faut mais là, il suffit d'une horloge de Huygens. Si on ne la déplace pas et qu'on observe les éclipses à Cayenne et à Paris avec une horloge, il faut la transporter quand même. C'est vrai. Le problème s'est posé même plus tard, puisque quand il y a eu les mesures de transit de Vénus,
Les mesures qui ont été faites à Tahiti, de même que celles qui ont été faites là au transit de Vénus passé, elles ont été faites par Cook, je crois, et ils étaient d'autres observateurs. Donc là, il n'y avait plus de problème d'horloge, la précision des temps était bonne au point de vue horloge de marine, et pourtant, d'un observateur à l'autre, ils ne trouvaient pas les mêmes instants de début de transit et de transit interne, de contact interne et de contact externe. D'un observateur à l'autre, le moment déterminé n'était pas le même. Oui, de gouttes, mais même sans phénomène de gouttes, l'observateur intervient et introduit un biais dans le calcul. Et il y avait un problème de parallaxe à ce niveau-là. Je voulais juste poser une question. Dans l'Antiquité, il y a eu Hipparque, Eratosthène, et puis apparemment il y a Posidonius, et certains font état qu'il aurait déterminé une parallaxe qui était d'environ une vingtaine de secondes du Soleil, et que ça correspondrait à... C'est à cause de cette fameuse valeur moyenne entre le périgée et l'apogée du Soleil. Oui. Puisqu'il a une valeur, il a une excentricité énorme de la trajectoire du Soleil. Oui. Mais en fait, pour la valeur la plus petite, il prend celle d'Aristote, et pour l'autre, c'est 10 fois plus. Et je ne sais pas pourquoi. Mais il s'en serait aperçu, puisque le Soleil serait 10 fois plus gros. Ben voilà. Mais c'est vraiment ce qui est donné par Otto von Guericke en 1672. Mais tous les écrits de Posidonius ont disparu, je suppose. Je ne sais pas. Parce qu'il avait écrit aussi, il a parcouru la Gaule pendant quelques années, et il a fait tout un descriptif, et apparemment il ne reste plus rien. C'était intéressant, parce que c'était avant la conquête romaine. Puisque Jules César a dû se servir de Oui, ce serait très intéressant de savoir ce qu'il a fait et pourquoi il donne ces valeurs très curieuses. Mais je ne sais pas. Moi, jamais ça m'étonne. Je n'en sais pas plus. C'est un personnage un peu énigmatique. Merci. Encore une question, la dernière, puis on vous la... J'aurais voulu savoir comment on définissait la seconde. Alors la seconde, c'est d'abord une seconde d'arc. Et la seconde de temps est définie par rapport à la seconde d'arc de la révolution, des étoiles ou du Soleil, de la Terre. Comment ? La seconde temps. C'est à partir de la rotation de la Terre, enfin du Soleil autour de la Terre, la révolution apparente du Soleil autour de la Terre. Donc c'est à partir de la seconde d'arc, en fait, qu'on détermine la seconde de temps. Jusqu'à ce qu'on utilise le pendule. On voudrait utiliser le pendule, mais justement on n'y arrive pas puisque on croyait encore à l'isochronisme des oscillations du pendule circulaire jusqu'à ce que Huygens montre que c'était pas vrai. Donc on a essayé et on y est pas arrivé. Il faut un pendule cycloïdal pour vraiment redéfinir. Bon, eh bien écoutez, on remercie Christiane Villain pour cet intéressant exposé. Je vous remercie beaucoup. Et je vous donne rendez-vous le mercredi 10 octobre pour la prochaine conférence. Ça sera Roger Maurice Bonnet qui nous parlera de son sujet de prédilection, le soleil. Et si vous avez des bouquins à lui, eh ben, il se fera un plaisir de les dédicacer.